Passons maintenant à l'aspect cinétique de l'électrolyse. En effet, la thermodynamique ne permet que d'obtenir une condition nécessaire pour que l'électrolyse se produise, mais elle ne permet pas de calculer le véritable seuil d'électrolyse qu'on obtient expérimentalement. On constate expérimentalement qu'il faut finalement non pas une tension de 1,23 volts, qui est la différence des potentiels standards, mais une tension de 1,8 volts pour observer un courant non nul aux bornes d'un électrolyseur. Il y a donc une autre surtension qui est plutôt d'origine cinétique. Et l'interprétation de ce résultat se fait grâce aux courbes intensité potentielle de chaque électrode. Sur les courbes ci-dessus, en effet, pour une intensité I de fonctionnement fixée, on va pouvoir voir qu'il y a des surtensions anodiques de fonctionnement et des surtensions cathodiques de fonctionnement qui correspondent aux points de fonctionnement anodique et cathodique. On va donc pouvoir trouver la véritable différence de potentiel E anode moins E cathode et donc également la tension seuil. Alors voilà comment on fait. Si on fixe une certaine intensité de fonctionnement, par exemple ici arbitrairement on va choisir cette intensité-là de fonctionnement, et puis une intensité IC qui sera égale à IA en valeur absolue. Alors pour cette intensité de fonctionnement, on voit qu'en regardant ici la courbe, donc qui est ici la courbe d'oxydation de l'eau, eh bien il faut un point de fonctionnement qui sera ici à une certaine valeur. De la même façon, si on prend du coup cette intensité de fonctionnement anodique, on a la même intensité en négatif pour le fonctionnement cathodique, ça nous amène à un point de fonctionnement cathodique ici. Autrement dit, par rapport au potentiel standard qui était de 0 pour le couple H plus H2, on a en fait une surtension de fonctionnement de moins 0,12 volts. Par rapport au potentiel standard 1,23 du couple O2H2O, on va avoir une surtension de fonctionnement ici qui sera importante. Et donc la vraie différence de potentiel en fonctionnement à une certaine intensité, ce sera ce grand écart E anode moins E cathode. Si on cherche juste la tension seuil, c'est-à-dire la tension au bout de laquelle commence l'électrolyse, mais pas forcément pour une intensité de fonctionnement précise, eh bien il faudra regarder l'écart entre les deux seuils des vagues. Donc ici, cette vague-là, elle commence à 1,61 volts, cette vague-là, elle commence à moins 0,12 volts, et donc US ici, ce sera la tension seuil, c'est-à-dire la tension à laquelle commence à démarrer l'électrolyse. On voit donc sur la figure trois types de tensions qu'on peut vous demander et qu'il faut bien comprendre. Premièrement, la tension minimale thermodynamique. Donc celle-là, c'est pas la tension véritable en fait, c'est la tension prévue par la thermodynamique, qui était l'écart entre les deux potentiels standards, donc ici 1,23 volts. La tension seuil, c'est l'écart entre les potentiels standards plus les surtensions seuil anodique et surtension seuil cathodique en valeur absolue, 1,73 volts. Et puis pour une vraie tension de fonctionnement U à une intensité I fixée, et bien là ça va dépendre de I, puisqu'il va falloir considérer les surtensions de fonctionnement anodique et de fonctionnement cathodique, et finalement ce sera encore plus grand. En réalité, la tension U finalement elle est encore supérieure à la tension de fonctionnement qui était prévue ici dans le graphique, parce qu'il faut rajouter un autre effet qui est l'effet Joule. Donc finalement la formule à bien retenir pour un électrolyseur, c'est la tension de fonctionnement d'un électrolyseur, c'est l'écart entre les potentiels à l'équilibre prévu par la thermodynamique, plus la surtension de fonctionnement anodique, plus la surtension de fonctionnement cathodique en valeur absolue, plus RI, l'effet Joule. Ça, c'est une formule à bien comprendre. C'est un peu la formule parallèle de la formule qu'on a vue sur les piles, mais prise en sens inverse, puisque dans une pile, la tension est toujours plus petite que ce que prévoit la thermodynamique, et dans un électrolyseur, elle est toujours plus grande que ce que prévoit la thermodynamique. À partir de cette formule, on peut réfléchir à l'optimisation des paramètres pour une électrolyse. Par exemple, plaçons-nous dans le cas où il y a plusieurs réactions possibles pour un électrolyseur. Je prends ici le cas, par exemple, où on aurait deux oxydants en solution, oxydant 1 et oxydant 2, qui peuvent se transformer respectivement en réducteur 1 et en réducteur 2, et deux réducteurs en solution, réducteur 3 et réducteur 4, qui peuvent se transformer en oxydant 3 et en oxydant 4. On voit ici qu'il n'y a pas de réaction spontanée, puisqu'il n'y a pas de potentiel mixte qui permet d'avoir à la fois, donc de façon spontanée, une intensité anodique et une intensité cathodique non nulle. Par contre, on peut faire une électrolyse, c'est-à-dire on peut créer une différence de potentiel de façon à ce qu'il y ait un point de fonctionnement anodique et un point de fonctionnement cathodique qui correspondent à des intensités anodiques et cathodiques égales. La question c'est, si on augmente progressivement la tension d'électrolyse, quelle est la première réaction à se produire? Et en général, du coup, la réponse à ça, c'est la première réaction à se produire, ce sera la réaction qui a la plus faible tension seuil, US. Alors, dans cet exemple-là, quelle est la plus faible tension seuil US? Eh bien, ce serait
la tension qui est entre le début de cette vague d'oxydation et le début de cette vague de réduction. Donc ici, une petite tension seuil qui serait ici et qui correspondrait du coup à la réaction réducteur 3 plus oxydant 2 donne réducteur 2 plus oxydant 3. Maintenant, si on veut que cette réaction-là aille plus vite, on peut augmenter la tension pour dépasser la tension seuil et arriver à des tensions de fonctionnement avec des intensités plus importantes. Mais si on augmente trop la tension, au bout d'un moment, on va atteindre les paliers de diffusion, puisque ce sera le transport de matière qui va limiter l'intensité pour chacune de ces vagues. Et donc, même si on augmente finalement la tension, on sera limité en courant. Et puis, si on augmente encore la tension, finalement, eh bien, on va arriver, après avoir mis une tension suffisamment grande, à déclencher une deuxième réaction redox. Puisque si on met une tension de fonctionnement qui va être d'au moins égale à cet écart-là, l'écart entre cette vague et cette vague, eh bien on voit que la réaction réducteur 4 donne oxydant 4 va commencer à avoir lieu. Donc attention, quand on fait une électrolyse, il faut augmenter la tension avec parcimonie. Au début, il faut l'augmenter suffisamment pour que l'électrolyse commence, mais ensuite, si on l'augmente trop, de toute façon, ça sert à rien puisqu'on atteint des tensions, on atteint ici les paliers de diffusion, donc de toute façon la réaction n'ira pas plus vite, et en plus si on l'augmente beaucoup trop, eh bien on va attendre d'autres vagues de réduction ou d'oxydation, et on va avoir des réactions parasites qui vont se produire. Maintenant qu'on a vu tous ces éléments théoriques, je vous propose dans la suite du polycopier d'étudier un cas concret où on utilise tout cela, c'est la métallurgie du zinc. On va suivre un peu dans le polycopier là les différentes étapes que fait l'industrie pour transformer le minerai naturel qui s'appelle la blinde et qui est issu des mines en zinc. Et on va voir que pour faire cette transformation, eh bien, on va réutiliser les notions que l'on a vues ici. Le zinc aujourd'hui, il est utilisé pour les couvertures de toit, la protection du fer, la fabrication d'alliages. C'est vraiment un métal qui est extrêmement présent dans l'industrie. On l'obtient naturellement au départ sous forme de sulfure de zinc, ZNS, qu'on appelle aussi la blinde. Le sulfure de zinc n'est pas pur, il est associé à d'autres métaux comme le plomb, le cadmium, et également d'autres métaux en plus petite quantité sous forme d'impuretés comme le manganèse et le cuivre. À partir de blindes naturelles impures, il est possible d'obtenir du zinc pur, mais pour ça il faut faire plusieurs étapes. Et dans plusieurs de ces étapes, on utilisera la notion de courbe intensité potentielle. Donc ici, on ne va pas apporter de nouvelles notions, mais on va voir comment on peut appliquer dans un exercice concret, en quelque sorte, les notions qu'on a vues. Premièrement, le grillage de la blinde et la formation de ZNO. Quand on chauffe la blinde à l'air libre, il va se produire une réaction spontanée, c'est que le sulfure de zinc en présence de dioxygène peut se transformer en oxyde de zinc et en dioxyde de soufre. Cette réaction, elle permet donc d'obtenir ce qu'on appelle la calcine, qui est le minerai d'oxyde de zinc. Et puis ce dioxyde de soufre, il est récupéré ensuite pour produire de l'acide sulfurique. Il ne faut pas le laisser s'échapper, ce dioxyde de soufre, parce qu'il est nocif pour l'environnement, en particulier c'est lui qui crée les pluies acides, comme on en a déjà parlé dans d'autres chapitres. Une fois qu'on obtient la calcine, donc l'oxyde de zinc, on va pouvoir le transformer en ion Zn2+, par solubilisation. Cette étape, on l'appelle la lixiviation. Elle correspond simplement à placer ZNO dans une solution aqueuse d'acide sulfurique. Et ensuite se produit une réaction acide-base. Ici, c'est pas encore une réaction redox, simplement une réaction acide-base où ZNO plus 2H+, donne Zn2+, plus H2O. Les impuretés qui étaient présentes dans le zinc vont également être dissoutes lors de cette étape-là. Et donc, on va se retrouver avec les ions Cu2+, Cd2+, Mn2+, qui vont passer en solution. L'intérêt d'utiliser ici l'acide sulfurique pour la dissolution de ZNO, c'est que contrairement aux autres impuretés, le plomb, lui, précipite sous forme de PbSO4. Autrement dit, on va pouvoir récupérer le plomb et le séparer du mélange, simplement par filtration. Ça fait déjà une première étape intéressante, on a réussi à se séparer du plomb. Après cette étape, finalement, on dispose d'une solution qui contient les ions Zn2+, Cu2+, Cd2+, et Mn2+. Et à partir de cette solution, il va falloir former du zinc métallique. Purification de la solution de Zn2+, par sémentation. Pourquoi est-il nécessaire de purifier cette solution? Notre objectif, c'est réduire les ions Zn2+, en zinc par électrolyse pour obtenir le métal zinc. Mais la solution ne contient pas que des ions Zn2+. Elle contient d'autres ions dont on donne les potentiels redox ici, donc les ions Cu2+, Cd2+, Zn2+, et Mn2+.
Sachant que tous ces couples sont des couples rapides, puisqu'ils correspondent à des transformations ici très simples, dessinez les courbes intensité potentielle de ces couples. Faites-le, faites un axe ici avec une unité, un axe bien gradué, et dessinez les courbes intensité potentielle de chacun de ces couples en mettant pause sur la vidéo. Voici l'aspect des courbes intensité potentielle que l'on obtient. Donc, pour chacun des couples, comme on a en solution uniquement les ions et pas le métal, il faut uniquement dessiner la partie réduction de la courbe intensité potentielle. A priori, on peut les placer à peu près à l'endroit de leur potentiel standard, même si on ne sait pas trop quelles seraient les concentrations de ces ions-là en solution. Donc il y aura peut-être des petites variations, mais si on veut au moins les placer les unes par rapport aux autres, on va donc avoir ici la vague de réduction Cu2+ donne Cu, ici la vague de réduction Cd2+ donne Cd, Zn2+ donne Zn, et Mn2+ donne Mn. On peut, pour information, placer ici la vague d'oxydation, H2O donne O2, et une fois qu'on a placé toutes ces vagues-là, on peut répondre à la question, montrer qu'il est nécessaire de purifier certains de ces ions métalliques avant de faire l'électrolyse du zinc. Précisez lesquels. Donc ici, pour répondre à cette question, il faut se poser la question, si on essayait de faire l'électrolyse de cette solution, eh bien, quelle serait l'électrolyse qui se ferait spontanément? Je vous laisse mettre pause sur la vidéo, essayer de répondre à la question, et je donne la solution dans quelques instants. Ici, le raisonnement est le suivant. Si on essaye de faire l'électrolyse de cette solution, on va avoir une oxydation qui se produit, qui va être l'oxydation de l'eau en O2. Mais au niveau des réductions, la première réduction à se produire, ça va être celle-ci, puisque là, puisqu'on sait que lors d'une électrolyse, la première réduction qui se produit, c'est la réduction qui correspond à la plus petite tension seuil. Et la plus petite tension seuil, eh bien, c'est celle entre ces deux vagues. Autrement dit, Cu2+ va devenir du cuivre avant même qu'on ait réussi à faire la vague Zn2+ donne Zn. Ça va poser problème, puisque sur la cathode sur laquelle va se déposer les métaux, eh bien, on va avoir du cuivre, et une fois qu'on aura déposé le cuivre, on va avoir du cadmium, et une fois qu'on aura déposé le cadmium, on va avoir du zinc. Autrement dit, on aura un mélange, un alliage cuivre, cadmium, zinc, et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut du zinc pur. Le manganèse, par contre, c'est pas la peine de le purifier, puisque finalement, on arrivera ici à faire l'électrolyse qui transforme Zn2+ en Zn, sans que on fasse la réaction de Mn2+ en Mn. Par contre, le cuivre et le cadmium, on voit qu'il va falloir s'en débarrasser, pour éviter qu'il ne se dépose en tant qu'impureté sur la cathode métallique. On va donc pour cela réaliser une sémentation, c'est-à-dire une purification par ajout de zinc. On se rend compte qu'on peut tout simplement se séparer des ions Cd2+ et Cu2+ en introduisant du zinc métallique en solution, puis en filtrant. Essayez de comprendre ce qui va se passer. Quelles réactions vont se produire quand on va ajouter du zinc métallique en solution et pourquoi? Essayez de dessiner les courbes d'intensité potentielle en rajoutant cette fois la courbe Zn donne Zn2+, puisque cette fois, comme on met du zinc métallique, il peut y avoir l'oxydation de Zn en Zn2+, et regardez quelles sont les réactions spontanées qui se produisent. Et du coup, ensuite, après filtration, qu'est-ce qui restera en solution? Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo, et je donne la solution dans quelques instants. Voilà. Ici, ce qu'il faut faire, c'est considérer les courbes précédentes, et considérer que cette fois, comme on a ajouté du zinc, il existe également Zn donne Zn2+, qui est possible comme oxydation. Et on voit que si cette oxydation est possible, alors on va pouvoir trouver un potentiel mixte, ici, entre cette vague-là et cette vague-là, et entre cette vague-là et cette vague-là, tel qu'on aura une forte intensité anodique et une forte intensité cathodique. Autrement dit, les réactions spontanées qui vont se produire, ce sera que le zinc qu'on met en solution, il va réagir avec le Cu2+, pour former Zn2+ et du cuivre. Et le zinc qu'on met en solution va réagir avec le cadmium, Cd2+, pour former Zn2+ et du cadmium. Autrement dit, on va se séparer de ces ions Cu2+ et Zn2+ pour former du cuivre solide et du cadmium solide. Après filtration, on va donc avoir éliminé le Zn2+ et le Cu2+. Mais les autres ions seront toujours présents. Autrement dit, il restera du Zn2+ et du Mn2+. Pourquoi on utilise le zinc pour faire cette purification? Parce que l'avantage, eh bien, c'est qu'on n'introduit pas d'impuretés supplémentaires. Le zinc, lui, se transforme en Zn2+, et justement, avoir une solution de Zn2+, c'est notre objectif.